Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Je suis ravi de vous retrouver. Il est 20h15. En mai 2015, Palmyre tombait aux mains de l'organisation de l'EI, donc de l'État islamique. 10 mois plus tard, l'armée de Bachar el-Assad a repris le flambeau de la ville. C'est une victoire très symbolique car cette cité déserte antique avait été saccagée par l'EI et le directeur du site antique avait été décapité. Qu'apporte cette victoire d'un point de vue militaire? Quelle stratégie russe est-elle en train de faire comme preuve? Quel impact aura cette victoire sur les discussions de Genève? Élément de réponse concocté pour vous par Christophe Ayed. Il fait partie du chef du service de l'international et il est notamment le rédacteur en chef. Palmyre tombait aux mains de l'organisation État islamique. 10 mois plus tard, l'armée du régime Assad a repris la ville. C'est une victoire très symbolique car Palmyre, c'est cette cité saccagée par l'État islamique et dont le directeur du site antique avait été décapité. Avec nous ce matin pour décrypter cette victoire de l'armée syrienne régulière, Christophe Ayad. Donc Christophe, d'un point de vue strictement militaire, qu'est-ce que cette victoire apporte ? D'un point de vue militaire, pas énormément de choses, parce que Palmyre était une position assez isolée, au milieu du désert. On ne peut pas dire que Palmyre menaçait grand-chose, ni ne bloquait grand-chose. Donc c'est surtout une victoire symbolique, c'est le fait que l'État islamique recule. Maintenant, c'est aussi le fait, ce qui est important, c'est que l'armée syrienne a effacé une défaite humiliante, voire suspecte, qui remonte à il y a un an à peu près, enfin en mai 2015, lorsqu'elle s'était retirée sans combattre, abandonnant Palmyre et ses habitants à l'État islamique. Alors Bachar el-Assad a remporté cette bataille avec l'aide précieuse de son allié russe qui a bombardé de façon soutenue la région de Palmyre. Est-ce que la stratégie russe est en train de faire ses preuves en Syrie ? La stratégie russe, elle correspond enfin à ce qui était annoncé il y a 6 mois par Vladimir Poutine. C'est-à-dire que la Russie officiellement était venue combattre les djihadistes au mois de fin septembre lorsque la Russie était intervenue directement en Syrie. Et en fait, on s'est aperçu que depuis, elle combattait surtout les rebelles anti-Assad. Là, pour une fois, la Russie s'est concentrée sur l'objectif djihadiste et la preuve, c'est que ça a marché. Maintenant, il faut rappeler aussi que la Russie n'est pas la seule à s'attaquer à l'État islamique. Ça a été le cas notamment de la coalition internationale emmenée par les États-Unis qui ont avec succès combattu l'État islamique à Kobané lorsque les troupes kurdes étaient plus ou moins assiégées. Alors est-ce que cette victoire peut augurer d'un changement de position de la France ou des États-Unis vis-à-vis de Bachar el-Assad et quelles conséquences ça aura sur les discussions qui sont menées actuellement à Genève ? Alors, incontestablement, Bachar el-Assad va sortir renforcé de cette victoire parce qu'il va apparaître pour la première fois comme un rempart contre le djihadisme, ce qui n'était pas vraiment jusqu'à présent. Un changement américain, en fait, il a déjà eu lieu dans les faits. C'est-à-dire que les Américains, si vous regardez de près leurs déclarations, ils n'évoquent plus le départ de Bachar el-Assad. Pour eux, c'est un problème annexe, on verra plus tard, ce n'est pas très important. En France, en revanche, évidemment, la position de François Hollande, qui était très symbolisée par Laurent Fabius, qui est parti maintenant du Quai d'Orsay, et qui était très anti-Assad, va être fragilisée, d'autant plus que se trouvaient ce week-end à Damas 5 députés venant des Républicains qui plaident évidemment pour renouer avec Assad. Là, ça va être plus difficile d'expliquer qu'Assad ne combat pas le terrorisme, pour une fois qu'il l'a fait. Merci Christophe d'avoir répondu à nos questions. Et pour continuer de suivre le sujet, rendez-vous dans les pages internationales du Monde et du Monde.fr. Bonne visite. Et dans le même temps, l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe a infligé une cuisante défaite de l'organisation djihadiste État islamique en lui reprenant la ville de Palmyre, comme on vous l'a dit, cité antique du centre de la Syrie. Il s'agit de la victoire la plus importante au monde et notamment au sein du régime face à l'EI depuis le début de l'intervention de Moscou, soit en septembre, allié indéfectible du président Bachar el-Assad à la fin du mois de septembre 2015. Après avoir été reconquéris par le Palmyre, les forces gouvernementales doivent encore déloger l'EI de la localité d'Al-Alian-Niyeh, à 60 km plus au sud qu'à l'est, pour reprendre le contrôle du désert syrien et faire avancer en direction de la frontière avec l'Irak, contrôlée en grande partie par les djihadistes. Images rassemblées par nos journalistes étrangers sur le terrain.
据了解，当我们抵达巴尔米拉时，巴尔米拉遗址区的部分区域再次被极端组织夺取。ولم تزل المدينة تدمر بآثارها ومكانتها التاريخية. En Israël, où la consommation réactive, bien sûr, du cannabis est illégale, l'État autorise et encourage depuis 10 ans maintenant le cannabis thérapeutique dans l'espoir d'exporter son expertise et de devenir un jour une plaque tournante dans ce domaine. Nathalie Cafri. Protégée par un mur d'enceinte et des caméras de sécurité, cette installation dans le nord d'Israël ferait presque penser à une base militaire. Mais à l'intérieur poussent, à l'abri des regards, 50 000 plants de cannabis issus de 230 variétés différentes. C'est la deuxième plus grande ferme de cannabis médical du pays. Le business du cannabis médical en Israël est en croissance très rapide. Ce programme a été établi par le ministère israélien de la Santé il y a 10 ans et c'était un programme pionnier. Ça l'est encore. En Israël, la consommation récréative de cannabis est illégale, mais l'État encourage le cannabis thérapeutique. En 2015, les médecins en ont prescrit à 25 000 patients atteints de cancer, d'épilepsie, de stress post-traumatique ou de maladies dégénératives. Israël n'a pas le droit d'exporter ses fleurs de cannabis, mais mise sur l'exportation d'une expertise agronomique, médicale et même technologique. La prestigieuse université hébraïque de Jérusalem vient d'inaugurer son centre de recherche du cannabis. Son but, utiliser la plante pour traiter d'autres types de maux. Le diabète de type 1, la schizophrénie, l'anxiété et les choses de ce genre, les inflammations et peut-être même la maladie d'Alzheimer. Et environ 200 personnes du secteur étaient réunies début mars à Tel Aviv pour le Canatech, salon annuel de l'innovation en la matière. Plusieurs start-up s'en tiennent aux produits dérivés du cannabis, mais d'autres voient plus grand. La vitesse à laquelle se fait la légalisation du cannabis au Colorado, en Californie, dans l'Oregon, à Washington, ainsi que la poussée en Allemagne, en Italie, en République tchèque et en Australie, les choses se font plus rapidement et les réseaux sociaux ont eu un impact massif. Les gens ne croient plus aux mensonges et aux mythes qui leur sont nourris et ils voient l'opportunité. L'emploi du cannabis à des fins thérapeutiques divise les médecins autour des questions de la dépendance et des troubles du comportement. Mais il présente aussi des vertus bien connues, comme raviver l'appétit ou réduire les troubles du sommeil. Israël pousse encore plus loin. L'État vient de donner son feu vert pour des tests cliniques sur êtres humains. Commencé il y a moins d'un an au
Brésil, l'épidémie du virus Zika est très inquiétante, notamment en raison du risque de microcéphalie qu'elle fait peser sur les bébés si leur mère a été infectée au moment de leur grossesse, dès le début d'ailleurs de leur grossesse. Comme l'explique dans cette vidéo proposée par Universcience Arnaud Fontanet, épidémiologiste de l'Institut Pasteur, en l'absence de traitement et bien sûr de vaccin, le seul moyen de lutter contre cette épidémie est de s'en prendre à ces vecteurs personnels, les moustiques du genre Aedes, dont certains vivent dans le sud de la France. Voici tout de suite les explications donc, du médecin qui s'appelle donc Arnaud Fontanet. Alors d'abord, c'est une épidémie qui est transmise par un vecteur. Le moustique Aedes, et dans le cas précis de l'Amérique latine, c'est Aedes aegypti qui semble le plus impliqué. Donc ça a toutes les caractéristiques d'une épidémie où la transmission se fait via des moustiques et donc la lutte que l'on doit faire contre ces moustiques pour essayer de l'endiguer. La deuxième particularité de cette épidémie, c'est la nature des complications qui ont été notées. Il s'agit, dans l'immense majorité, pour les personnes infectées par le virus Zika, d'une maladie bénigne. La plupart d'ailleurs n'ont pas de symptômes, mais il y a malheureusement deux types de complications graves. La première, c'est ce qu'on appelle des syndromes de Guillain-Barré. Ce sont des paralysies qu'on appelle ascendantes. Elles commencent sur les jambes, elles remontent, et quand la cage thoracique est atteinte, les patients ne peuvent plus respirer. Il faut donc les hospitaliser en soins intensifs, en réanimation. Et donc c'est une des premières complications, heureusement rares, mais graves. La deuxième complication, certainement la plus préoccupante aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les microcéphalies. Pour des femmes qui seraient infectées pendant la grossesse, notamment pendant le premier trimestre de la grossesse, il y a un risque important que le virus infectant les cellules souches qui vont donner naissance au cerveau, le cerveau ne se développe pas normalement. Le cerveau ne se développant pas normalement, c'est également la boîte crânienne qui ne se développe pas. Ces enfants naissent avec des petites têtes, c'est ce qu'on appelle des microcéphalies. Et aujourd'hui, c'est vraiment le sujet qui nous préoccupe tous parce que ce sont des complications graves pour des enfants à naître qui peuvent avoir des handicaps moteurs et physiques très importants. Alors pour cette maladie, aujourd'hui, il n'y a malheureusement ni traitement et ni vaccin. Notre seul moyen de lutter, c'est la lutte contre les moustiques. Donc, il s'agit d'un moustique qui s'appelle Aedes, qui dans les zones tropicales vit près des grandes villes, et c'est là Aedes aegypti. Dans les zones tempérées, c'est un cousin qui s'appelle Aedes albopictus qui est présent, qui lui aussi est périurbain. Et on sait assez bien les comportements, les habitudes de ce moustique et comment lutter contre. En revanche, les résultats de la lutte sont malheureusement jusqu'à présent assez décevants. Cette épidémie a démarré alors même qu'on luttait contre ce vecteur moustique parce qu'il transmet d'autres virus importants et le virus de la dengue, et ça n'a pas empêché le virus Zika d'arriver et de se développer. Alors en France métropolitaine, je ne pense pas qu'on aura une épidémie. Le vecteur moustique Aedes albopictus, qui est susceptible de transmettre le virus Zika, est présent dans le sud de la France. Il a d'ailleurs été à l'origine de transmissions qu'on appelle autochtones, donc sur le territoire français déjà, de virus assez proches comme le virus de la dengue, qui est également un flavivirus comme le virus Zika, ou d'un autre virus, chikungunya, qui utilise le même vecteur moustique, Aedes. Donc dans les 5 à 10 dernières années, on a d'abord vu le moustique Aedes albopictus arriver dans le sud de la France, puis très récemment être responsable de transmission autochtone à partir de cas importés de ces autres virus que sont la dengue ou le chikungunya. On peut imaginer que si une personne revient d'Amérique latine ou des Antilles, où l'épidémie sévit actuellement, viennent dans le sud de la France au moment où les moustiques seront actifs, là on parle de la période de mai à novembre et surtout août-septembre, il puisse y avoir, à partir d'un cas importé, une transmission locale qui sera dite autochtone. Mais comme les densités de moustiques restent faibles, je ne pense pas qu'on se retrouvera dans une situation épidémique comme celle qu'on vit aujourd'hui, par exemple, en Amérique latine. Au départ, on avait des schémas assez simples sur la transmission par les moustiques. On s'est rendu compte qu'il existe également une possibilité de transmission sexuelle. Les premiers cas avaient été rapportés, mais de façon très anecdotique, il y a quelques années. Plus récemment, avec l'épidémie en Amérique latine, des personnes retournées aux États-Unis ont pu infecter leur entourage par voie sexuelle. Dans tous les cas, c'était une transmission de l'homme vers la femme. Il est difficile de dire à quelle fréquence elle se produit. C'est vrai qu'en Amérique latine, quand vous avez des moustiques partout, quand une femme est infectée, on va toujours se dire c'est par un moustique. On ne pense pas qu'elle aurait pu être infectée par son partenaire sexuel.
Des cas importés donc aux États-Unis et ailleurs dans le monde, nous apprendrons un peu plus si c'est fréquent ou non. Ce qu'on peut dire donc, c'est que la transmission au jour d'aujourd'hui peut éventuellement avoir lieu de l'homme vers la femme et que l'homme garderait du virus dans le sperme sur plusieurs semaines. On ne peut pas encore quantifier cette durée, mais on pense que ça peut aller jusqu'à 3 mois, voire plus. Alors, pour ces épidémies à transmission vectorielle, et notamment avec le moustique Aedes, d'autres virus sont susceptibles d'être véhiculés. Il s'agit notamment de la dengue, il s'agit du chikungunya. Ce qu'on observe finalement depuis quelques décennies, c'est que ces moustiques Aedes ont colonisé des régions de plus en plus importantes à la surface du globe. Pour Aedes albopictus, qui sévit dans les zones tempérées, on a notamment appris que ce moustique est parti d'Asie du Sud-Est il y a peut-être 40-50 ans, transporté par des bateaux qui transportaient des pneus. Et ces larves de Aedes vivaient dans les pneus et dans les ports où sont allés ces bateaux. Quand les pneus ont été déchargés, si le climat s'y prêtait, Aedes s'est installé. Et donc on a des régions de plus en plus importantes du globe qui sont maintenant colonisées par Aedes aegypti ou Aedes albopictus, qui vivent en zone périurbaine et qui sont susceptibles de transmettre les nouveaux virus qu'on leur amènerait. Et chikungunya a fait quand même très rapidement le tour du globe alors qu'il était cantonné jusqu'à il y a encore 10 ans à l'Afrique de l'Est et au continent indien. Et maintenant, avec Zika, on se rend compte aussi qu'il voyage beaucoup plus vite. Donc oui, on voit plus ce type d'épidémie. Pourquoi? Parce qu'on a des vecteurs moustiques qui se sont répandus à la surface du globe dans les dernières décennies, et également parce que nous, humains, on voyage beaucoup plus et qu'on arrive à transporter les virus entre différentes régions. Pour peu que le vecteur soit présent, l'épidémie peut démarrer dès qu'on amène le virus. Un an après, la guerre se poursuit au Yémen. Entretien avec Laurent Bonnefoy. Il est le chercheur au CNRS et au CERI. C'est le bilan tragique de l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen qui a débuté dans la nuit du 25 au 26 mars, il y a donc tout juste un an. La coalition arabe, conduite par Riyad, s'enlise dans un conflit qui n'était censé être qu'une simple opération militaire. Laurent Bonnefoy, vous êtes chercheur au CERI Sciences Po, spécialiste du Yémen. Tout d'abord, quelles sont les raisons qui ont fait que l'Arabie Saoudite a décidé d'intervenir au Yémen? Alors les raisons étaient multiples. Il y avait des raisons affichées qui étaient celles de restaurer le pouvoir du président qualifié de légitime, Abderrabou Mansour Hadi. Ce président avait été poussé vers la sortie par l'émergence d'une rébellion qu'on appelle la rébellion houthiste, que les Saoudiens accusent d'être aux mains de l'Iran. Et donc il y avait cet objectif institutionnel, restaurer le pouvoir de Hadi, et puis un objectif régional qui était de saper la capacité, du point de vue saoudien, la capacité iranienne d'intervenir dans ce que les Saoudiens considèrent comme leur précaré. Puis après, il y avait un objectif peut-être plus politique interne à l'Arabie Saoudite qui consistait à légitimer le nouveau pouvoir saoudien, particulièrement le pouvoir du prince Mohammed Ben Nayef, le tout jeune ministre de la Défense. Alors qu'est-ce qui fait que le conflit s'enlise depuis un an ? Alors, l'enlisement du conflit est lié d'une part à l'incapacité peut-être des Saoudiens à réellement comprendre les ressorts du conflit, c'est-à-dire qu'ils l'ont appréhendé peut-être à travers des logiques régionales, la rivalité avec l'Iran, et donc ont d'une certaine manière délaissé les questions de rivalité à l'intérieur du Yémen, les processus plus locaux. Et puis après, on ne peut pas s'empêcher de penser que peut-être il y a une incapacité militaire de l'Arabie Saoudite à réellement, d'une part, assurer un leadership de la coalition, puisque la coalition initialement devait être composée de 10 pays, et puis d'utiliser peut-être l'armement correctement. C'est ce qui permet aussi d'expliquer les nombreuses bavures ou victimes civiles des hôpitaux, des écoles, toutes les infrastructures qui font que la situation humanitaire est devenue catastrophique. Alors on a beaucoup parlé ces derniers mois des relations de la France avec l'Arabie Saoudite et même des pays de l'Occident. Quel est le rôle justement de la France dans ce conflit? Est-ce qu'elle en a un?
Alors la France, comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont directement soutenu l'offensive menée par l'Arabie Saoudite. Il y a un soutien qui est passé par les canaux de l'ONU, avec une résolution qui a été votée, et puis aussi on a potentiellement un appui peut-être plus logistique en termes de renseignement. Après, je pense qu'il faut faire le distinguo entre notamment la position de la France et puis celle de la Grande-Bretagne et des États-Unis, à savoir que des armes britanniques et américaines sont directement utilisées sur le front yéménite, ce qui n'est pas le cas de la France. Mais toujours est-il qu'on peut clairement s'interroger sur la fonctionnalité de ce soutien, quand on sait combien, d'une part, on a des victimes civiles, donc un cas de conscience un petit peu, mais au-delà de ça, une déstabilisation complète et le développement de mouvements djihadistes qui trouvent au Yémen un nouveau boulevard qui est très largement comparable à ce qu'on a pu voir se développer en Syrie depuis 5 ans. Alors des pourparlers de paix ont été engagés à 2 reprises en Suisse, ils semblent ne pas aboutir. Comment on pourrait sortir de ce conflit? Alors on a eu une annonce cette semaine de l'organisation de nouveaux pourparlers au Koweït à compter du 18 avril. On peut raisonnablement penser qu'aujourd'hui il y a une volonté politique qui n'existait pas il y a quelques mois, quand on avait eu les premiers pourparlers. Simplement, plus le temps passe, plus on peut considérer qu'il y a une disjonction en fait entre la volonté, on va dire, politique, avec ce que les diplomates vont parvenir à obtenir ou à discuter, et puis le niveau peut-être plus local avec l'émergence soit d'une économie de guerre qui profite à certains et donc qui se retrouvent avantagés par la poursuite du conflit, soit aussi des logiques propres à des mouvements type l'organisation de l'État islamique qui a émergé depuis 1 an, qui a revendiqué plus de 25 attentats, qui sont totalement déconnectés, bien évidemment, des pourparlers. Et donc, dans ce cadre-là, on peut être tout de même assez pessimiste et penser que quand bien même l'Arabie Saoudite déciderait, et ce serait une bonne chose, d'arrêter son offensive, quand bien même les Houthis réussiraient à discuter avec les Saoudiens, le conflit a malheureusement toutes les chances de se poursuivre. Merci Laurent Bonnefoy pour ces explications. Vous pourrez retrouver plus d'informations dans les pages du Monde ou sur lemonde.fr. Voilà, et puis une grande découverte d'une jeune fille d'à peine 20 ans qui s'appelle Manon, qui chante depuis toute petite. Elle a une voix en or, elle interprète des chansons de tout univers, notamment de Indila. Voici pour le Grand News et pour vous. Elle s'appelle donc Manon, de son vrai nom. Elle interprète une très belle chanson d'Indila qui s'appelle Tourner dans le vide. C'est notre découverte du lundi. Regardez. Il était brun, le teint basané, le regard timide, les mains toutes abîmées. Tailler la pierre, fils à ouvrier, il en était fier, mais pourquoi vous riez? Oh non, ne jugez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et le labeur. Vous êtes faussement heureux, vous troquez vos valeurs. Lui, il est tout mon monde et bien plus que ça. Seul je crie son nom quand vient le désarroi. Et puis tout s'effondre quand il n'est plus là. J'aimerais tellement lui dire mais je n'ose pas. Lui qui me fait tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, 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 tourner, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner.
dans mes yeux qui ne veut plus s'en aller. Oh, ne me riez pas, vous qui ne connaissez pas les vertiges et la douleur. Ils sont superficiels, ils ignorent tout du cœur. Lui, c'était tout mon monde et bien plus que ça. J'espère le revoir, pas dans l'au-delà. Et les mois tous s'effondrent, puisqu'il n'est plus là. Sais-tu mon bel amour, mon beau soldat, que tu me fais tourner dans la vide, vide, tourner dans la vide, vide, tourner dans la vide. Il me fait tourner dans la vide, 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 tourner, tourner dans la vide, tourner dans la vide. Il me fait tourner. Il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide, tourner dans le vide. Il me fait tourner. Tourner dans le Prochaine rediffusion cette nuit à minuit 25. Pour ma part, je vous retrouve bien sûr demain à 20h15, mardi. Je souhaite de passer une très belle soirée avec nous sur cette antenne. Merci beaucoup.